En tout cas, on est là bien sûr pour parler du match dans un instant, dans quelques minutes, Toulouse-Racing, mais surtout d'une des informations de la semaine. Et elle est importante, c'est la signature de Jono Gibbs de La Rochelle vers Clermont. Il va désormais devenir le successeur de Franck Azema. On l'a appris en milieu de semaine. Voilà, c'est une information importante. On va d'ailleurs écouter l'annonce du président, le président Guillon, le nouveau président de l'ASM, Jean-Michel Guillon, qui s'est exprimé sur ce sujet en début de semaine. Il faisait partie du top 3 ou 4 que nous avions clairement identifié. Pour une raison, c'est que quand on est un club comme Clermont, on est un club avec des ambitions. Et quand on a des ambitions, la première chose qu'on recherche, ce sont des entraîneurs qui ont marqué par leurs résultats le rugby. Et il en fait partie. Nous sommes bien placés pour le savoir. Effectivement, puisque c'est un peu le retour au bercail. Pour en parler avec nous, bien sûr, nos consultants qui sont là, Julien Thomas, Philippe Spanghero, et nos confrères, Benjamin Dedon de Sud-Ouest, qui est basé à La Rochelle, et puis Guillaume Bonheur de Midi Olympique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On va faire d'abord réagir le local de l'étape. C'est Guillaume Bonheur qui est basé à Clermont. Guillaume, selon vous, c'est une surprise ce retour de Jono Gibbs ou c'est plutôt une logique ? On peut dire que c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, mais c'est vrai que l'ASM a passé un peu en revue tous les grands entraîneurs, qu'ils soient dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. On avait parlé de Robertson, Quiziders, Cockerill, Bru, ou encore Joe Schmidt, et plus récemment un peu Olivier Magne ou même Guy Noves qui a été sondé, mais c'est vrai que Jono Gibbs tenait la corde ces dernières semaines pour reprendre le poste de Franck Azema à l'ASM, et il a signé pour 3 années. Il a marqué quand même l'ASM sur sa courte période en tant qu'entraîneur adjoint dans la maison de l'ASM. Oui, bien sûr, surtout par sa minutie. C'est un perfectionniste, et puis surtout il a gagné le Brennus avec Azema en 2017, et puis 2 finales de H-Cup, ou une finale de Top 14 aussi en 2015. Mais c'est vrai que les joueurs ont apprécié son passage par son travail sur les rucks et sur ses combinaisons. C'est vrai que c'était quelqu'un de très minutieux, disait Damien Chouli dans La Montagne. Il y avait au moins 100 combinaisons de touches, disait Damien Chouli. Et c'est vrai que les joueurs cette semaine, même ceux qui l'ont connu, ont été très contents de le retrouver pour les prochaines saisons, comme Arthur Iturier. On va revenir avec vous et puis nos consultants sur bien ce retour et ce que ça signifie aussi du côté de Clermont, mais quand même allons voir du côté de La Rochelle, parce que Jono Gibbs, il fait un sacré boulot là avec le Stade Rochelais, et j'imagine quand même que c'est moins bien vécu du côté des Maritimes, là, Benjamin Dedon. C'est très bien vécu. C'est très bien vécu, puisqu'en fait, il fait du très bon boulot en tant que technicien, mais il avait été recruté en tant que directeur du rugby, donc pour être un peu détaché du terrain, justement. Et dans ce registre-là, le staff, les dirigeants étaient nettement moins convaincus par ses capacités que par ses capacités de technicien, justement. Donc quand ils ont vu, c'est Jono Gibbs qui allait chercher Ronan O'Gara aux Crusaders. Et en fait, les dirigeants sont tombés assez rapidement sous le charme de Ronan O'Gara, justement, beaucoup plus charismatique, qui a une capacité d'entrain qui est supérieure. Je dis pas du tout que Jono Gibbs fait du mauvais boulot, mais on a senti rapidement en fait que l'Irlandais prenait un peu le pas sur le Néo-Zélandais. Et quand il y a eu le démarchage de Clermont, ça a un peu arrangé les choses du côté de La Rochelle, puisqu'en fait les deux techniciens étaient sous contrat jusqu'en 2022. On sentait bien que les dirigeants commençaient à être de plus en plus tentés de prolonger Ronan O'Gara, sauf qu'ils ne pouvaient pas le faire tant que Jono Gibbs était là. Et prolonger Ronan O'Gara en tant que futur numéro 1 alors que Gibbs était toujours en place, ça aurait été un peu compliqué la saison prochaine. Donc finalement la demande de Clermont, enfin en tout cas l'intérêt de Clermont pour Jono Gibbs a un peu arrangé tout le monde. Bon, c'est intéressant comme type d'information. On va voir le regard de nos consultants. Julien Thomas, vous qui embrassez cette carrière d'entraîneur, ça vous semble être finalement logique ce départ de Gibbs vers Clermont ? Mais logique, oui, parce qu'il y a dû y avoir bien sûr
sollicitations pour le faire revenir. C'est un bon choix pour remplacer Azema, selon vous? Oui, je pense que c'est un des choix qui est assez judicieux parce que c'est un entraîneur qui était passé déjà par le club, qui connaît l'entourage, qui connaît la ville, qui connaît pas mal de joueurs qui sont restés et surtout qui incarne peut-être pendant des années et notamment sous la houlette aussi il me semble avec Vern Cotter que j'ai eu et côtoyé à Montpellier, l'exigence, le très haut niveau, le détail, et il s'en est inspiré et il a réussi malgré son départ par la suite, et tant mieux pour prendre de l'expérience et notamment à La Rochelle, garder et insuffler cette dynamique d'exigence. Quand je vois que j'ai eu pas mal de retours notamment sur ses entraînements ou son personnage de manager, c'est quelqu'un quand même assez positif, ouvert, un management bien sûr néo-zélandais mais avec l'exigence et assez carré. Mais par contre, l'ambition et l'envie d'évoluer et de s'adapter, c'est son maître mot. Donc, je pense que pour Clermont, c'est une belle chose de l'avoir récupéré. Guillaume Bonnard, quand même, ce qu'on ressent de la part des Clermontois qui l'ont connu il y a quelques années, donc on pense à Philippe Van der Merwe, on a vu Benjamin Kaiser, qui est notre consultant aussi sur Sud Radio, qui en avait parlé. C'est un entraîneur qui, même à 30 ans, fait progresser, il fait même progresser les joueurs expérimentés. Il est beaucoup dans la pédagogie, beaucoup dans l'aspect technique. Et en fait, il avait vite remporter l'adhésion de tout le monde par ça notamment. Oui, c'est vrai, parce qu'après 2014 et l'échec de Vern Cotter, on va dire, sur la H-Cup, ils avaient été sèchement éliminés en demi-finale par les Saracens. C'est vrai qu'il avait fait du bien, notamment dans le combat et sur les zones de ruck. Et on le disait, même Benjamin disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelqu'un de minutieux. Et c'est vrai que tout le paquet d'avant avait adhéré, que ce soit Cudmore, Kaiser, Chouli. Et c'est vrai qu'il avait apporté beaucoup. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné la H-Cup. Ils avaient été battus en 2017 par les Saracens et par Toulon en 2015. Mais quand même, ils n'étaient pas très loin. Ils avaient gagné le Brennus en 2017 dans un match très âpre contre Toulon. Et ils s'y ont filés après la défaite en H-Cup, justement. Donc, ils avaient quand même trouvé les ressources et ils avaient un pack assez redoutable cette saison-là. Et c'était en partie dû à John O'Gift, mais c'est vrai que Benjamin le disait, la question, ça va être maintenant à l'ASM de prendre ce rôle d'entraîneur en chef. Il disait qu'il n'était pas très charismatique. C'est vrai que c'est quelqu'un de très ouvert, très astucieux, qui a un réseau énorme après ses passages au Leinster, avec 3 H-Cup quand même au Leinster, à l'Ulster, à La Rochelle, et puis à Waikato aussi, bien sûr. Et c'est vrai qu'on va voir ce qu'il va donner en entraîneur en chef, d'une équipe française du top 14. Bon, il manie quand même le français assez correctement, mais ça va être un nouveau challenge pour lui, de prendre les rênes de l'ASM en tant qu'entraîneur en chef. Cotter l'a fait, alors pourquoi pas lui. Philippe Spanghero, on a l'impression quand même qu'à Clermont, c'est une révolution de velours, quoi. On change pas finalement grand-chose. On remplace quelqu'un qui connaissait bien la maison, qui était adjoint, qui avait été promu manager, par quelqu'un qui a été adjoint et qui est désormais promu entraîneur en chef finalement. Je comprends, et puis c'est à l'image de ce qu'est ce club. Ça fait quand même penser dans la culture au Stade Toulousain, qui a toujours cherché à avoir des entraîneurs qui connaissaient le club, qui avaient été joueurs, pour avoir cet ADN très fort. Donc, parmi tous les noms qui ont circulé, les gens qui ont été sondés, c'est vraiment le choix qui m'a pas surpris. Je crois qu'Olivier Magne avait été sondé aussi. Ça m'aurait paru être le meilleur choix en suivant. Peut-être que l'ASM a eu peur de son manque d'expérience à ce niveau-là dans le management, mais ça me surprend pas du tout qu'ils aient fait ce choix-là. Et puis, je trouve intéressant de regarder ce qui va se passer, le travail qui va être fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit, je trouve que le contexte à La Rochelle était devenu un peu délicat, parce que ce qui paraît assez simple au départ dans l'organigramme, quand vous avez 2 personnalités assez fortes, un joueur qui a été un si grand joueur qu'a été Ronan O'Gara et qui commence à prendre de l'épaisseur en tant qu'entraîneur, ça devient vite compliqué vis-à-vis du sportif pour savoir qui est le vrai patron. Et je crois que dans ce nouveau contexte à Clermont, O'Gibbs sera le vrai patron, avec des relais sur le terrain qui viendront pas cannibaliser son poste. Je pense qu'il fera du très bon travail à l'ASM avec la qualité de l'effectif qu'on lui propose.
Oui, Benjamin Dedon, on entendait souvent dire, on parlait énormément du système défensif de La Rochelle. Est-ce que c'était le système défensif amené par Ronan O'Gara qu'il a, semble-t-il, peaufiné aux Crusaders? Est-ce que c'était bien ça l'idée? Et puis, quelle sera la nouvelle réorganisation sportive dans le staff? Qui occupera quel poste à La Rochelle? Alors, pour la première question, oui, le système défensif, c'est celui de Ronan O'Gara. Il a commencé comme entraîneur de la défense au Racing, avant de prendre déjà un peu d'épaisseur chez Francilien. Après, il l'a peaufiné effectivement au niveau des Crusaders. Là, c'est vraiment son système. Après, le système de jeu, c'était vraiment un système élaboré par les deux, puisque les dirigeants ont demandé à John Gibbs de justement se rapprocher du terrain cette saison, histoire de profiter de ses compétences d'entraîneur. Donc, c'est un mixte. Mais effectivement, Ronan O'Gara, oui, est un entraîneur très ambitieux qui veut poser sa patte sur à peu près tous les systèmes de jeu. Qui était très convoité aussi. Et il était très convoité. En Irlande, on parlait beaucoup de lui. En Angleterre aussi, a priori, la sélection anglaise avait un œil sur lui aussi dans le cas où Eddie Jones serait limogé. Donc c'est quelqu'un qui était effectivement très très recherché. Alors maintenant le staff, ou alors il a un bon agent. Ouais, alors il a un bon agent, mais les matchs contre Gloucester et Sale ont beaucoup fait parler de l'autre côté. Et ça, je pense que c'est surtout au niveau des journalistes aussi qui sont très très amateurs de Ronan O'Gara. Pour ce qui va être du staff, on n'a pas encore d'éléments. Il semble que David Dirakashvili va suivre John Gibbs, ainsi que Johnny Claxton, le directeur de la performance que Gibbs avait recruté et avec qui il avait travaillé au Leinster. Ronan O'Gara sera entraîneur en chef. Il va être manager, mais il n'aura pas en charge la gestion du recrutement des passerelles entre les différentes équipes espoir et pro, puisque ça, en fait, c'était la question aussi à La Rochelle. Ils étaient 3 pour 2 postes, puisqu'il y avait Robert Moore aussi, qui est le directeur du développement, qui est l'ancien directeur sportif du stade français. Et là, il se retrouvait un peu avec un embouteillage pour ces fonctions-là. Donc, Ronan O'Gara ne s'occupera a priori que de l'équipe première. Et maintenant, reste à savoir si c'est Grégory Pata et Romain Carmignani là, qui sont en charge des avants, qui prendront la suite vraiment de John Gibbs devant. Et s'ils recruteront d'autres personnes, j'imagine qu'il faudra un consultant mêlé au moins, de nouveau. Donc on ne sait pas encore trop. On imagine qu'il va vouloir attirer des hommes à lui maintenant, puisqu'il va constituer son staff. Et vu l'ambition du bonhomme, je pense que ce sera son objectif. Donc c'est la question qui va animer un peu La Rochelle ces prochaines semaines au-delà du côté sportif, puisqu'il y a la plupart des membres du staff qui sont en fin de contrat en 2022. Julien Thomas, est-ce que c'est pas aussi quand même un mauvais signe envoyé aux entraîneurs français, parce que derrière ça quand même, sans faire du patriotisme restrictif, mais c'est aussi quand même encore un entraîneur et un manager étranger qui est choisi dans un grand club, un club emblématique. Oui, club emblématique. Je suis d'accord avec toi, François, mais pour rejoindre notamment la transversalité du côté de La Rochelle, O'Gara peut-être s'occupera que de l'équipe première, mais Romain Carmignani déjà excellait et faisait du bon boulot justement dans cette transversalité avec les jeunes et notamment en étant présent aussi avec les pros. Moi, ce que je peux dire surtout, c'est Gibbs qui s'en va à Clermont, donc je valide, et ça peut être tout à fait cohérent par rapport à l'ambition aussi de Clermont, et de refaire revenir peut-être un entraîneur, même s'il est étranger, mais qui parle français, qui a quand même cette culture depuis quelques années, l'expérience dans le top 14, mais avec qui quel staff il va monter? Est-ce qu'il va partir avec certains de son staff rochelais? Est-ce qu'il va faire là par contre venir du monde extérieur, entraîneur étranger? Donc voilà ça, parce qu'on sait très bien que même on appelle ça les entraîneurs adjoints, assistants, ce que vous voulez, c'est du boulot. Et c'est le moment de postuler, Julien Thomas, t'as compris la question. Non, mais non, pas forcément, Alexandre. Mais un staff qui a une cohésion, qui a la même idéologie, et que c'est là où ça fonctionne. Si on va prendre un tel parce qu'il a des compétences, parce que quand on parlait, qu'on disait ça, O'Gara, bien sûr, c'est un très grand joueur et qui est devenu un très bon entraîneur. Mais souvent, ça sacré gueulard aussi dans les tribunes, on l'entend. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il y a un grand joueur devient un très bon entraîneur, et vice versa.
Non, mais Donc, on est d'accord, mais quand même, moi, quand on regarde l'évolution un peu du corps entraîneur, et toi qui es un jeune entraîneur, Julien, c'est intéressant. Il y a une tendance quand même dans le top 14 où finalement il y a très peu de managers français, et on a l'impression que les entraîneurs français sont en Pro D2. C'est un peu la tendance quand même qu'on ressent. Ouais, et dans ce jeu de chaise musicale où on est au sommet du top 14, finalement, oui, O'Gara, il va prendre la tête de La Rochelle, c'est super, ça a été un super machin, il a la cote partout. Enfin, il prend finalement très peu d'entraîneurs français. C'est-à-dire que derrière, il va sans doute prendre un Irlandais. On ne sait pas encore. Je tiens à préciser quand même, il y a Romain Carmignani et Sébastien Boboul qui sont montés à la demande de Ronan O'Gara déjà cet été. En tout cas, ça je m'en réjouis. Mais on peut effectivement l'encourager. Mais moi, j'ai cette sensation aussi, quand même, que vous faites piquer votre boulot, les gars, là, Julien. Et je te rejoins, François. Il y a de ce côté-là peut-être, mais surtout que le français et l'esprit, on va dire français, c'est l'herbe est plus verte ailleurs. On est toujours en train de dire les Anglais, ils ont la solution, les néo-Z c'est mieux, et on a toujours vécu comme ça sans se regarder nous-mêmes pour progresser et peut-être faire évoluer et éduquer et former. Et finalement, je pense qu'il y a la possibilité de retrouver, parce que j'en ai côtoyé, que ce soit même Garbajosa qui a des, voilà, peut-être il s'était encore prématuré, peut-être son poste, mais ces ambitions-là d'entraîneur français, il y en a, et on en a, et on le voit aussi en Pro D2, et finalement, pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver quand même de la qualité au niveau du management français ou entraîneur. Et c'est vrai que parfois les présidents, le fait qu'il y ait eu des sélections, le manager a eu des sélections ou autre qui a été un grand joueur, et en plus étranger, où on regarde ça, et finalement on ne regarde pas la pépinière française. Et si je peux me permettre sur La Rochelle, John O'Gill a été le premier entraîneur en chef étranger. Vincent Merlin a toujours donné la priorité aux entraîneurs français. Il y avait eu Serge Millas, ensuite il y avait eu Patrice Colazo et Fabrice Ribeyrol, alors que tout le monde réclamait des grands noms. S'il a pris John O'Gill aussi, c'était pour ne pas avoir de comparaison, pour que le successeur de Patrice Colazo ne soit pas comparé sans arrêt au Varois. Et ensuite, c'est John O'Gill qui allait chercher Ronan O'Gara, et là ils se sont dit qu'ils avaient une pépite sous la main. Donc là, c'est plus un concours de circonstances que vraiment de rechercher un étranger parce qu'ils pensaient que c'était meilleur à côté. Bon, j'ai peut-être tort. En plus, Alexandre vient de me faire le détail de tous les staffs. Il me dit il y a plus de Français que d'étrangers. Enfin, en gros, il dit que je dis des conneries. Heureusement. Heureusement. Mais hors antenne. Mais c'est pas complètement vrai, parce que souvent, les clubs qui se sont tournés vers des staffs français, c'était parce qu'ils avaient pris un étranger. Je pense à Pau, par exemple, puisqu'on a vu Pau cet après-midi. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a eu des échecs. Il y a eu un staff anglophone au Stade Français qui s'est tourné vers un staff francophone, même si c'est Gonzalo Quesada. Voilà. Montpellier aussi, oui, c'est vrai. Bon, bref, on pourrait débattre longtemps, en tout cas. Moi, je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer. Vous voyez, il dit que je dis des bêtises. Mais en tout cas, remercier Guillaume et juste peut-être Guillaume, dernière question, Guillaume Bonnor à Clermont. On est un peu long sur ce débat, mais il est à la fois intéressant. Est-ce que par exemple Aurélien Rougerie va rester dans le staff? Est-ce que ça vous le savez? Et par exemple McIlroy aussi, puisque c'était aussi un homme important dans le dispositif du staff clermontois dans le rapport avec les étrangers. Ouais, pour McIlroy, je pense que c'est quelqu'un d'incontournable depuis des années, à la fois dans l'intégration des étrangers, celui qui accueille les nouveaux à l'ASM, c'est aussi lui qui a une partie du recrutement qui vient de lui. Et pour Rougerie, alors là, c'est vrai qu'il y a une place de directeur sportif qui est toujours libre, puisque John O'Gill sera entraîneur en chef, mais Azema avait les doubles casquettes, directeur sportif, entraîneur en chef. Donc il y a la question du directeur sportif qui va se poser. Il y a la question aussi de Didier Besse et de Bernard Gouta. On sait que Xavier Sadourny va rester. Comme le disait Benjamin, Dato devrait revenir à l'ASM avec Johnny Claxton. Et Xavier Sadourny devrait rester là en binôme avec John O'Gill. Et il y a Benson Stanley aussi qui fait un gros travail sur la défense, qui a un très bon apport pour le staff. Donc il y a beaucoup de questions, mais c'est vrai que pour Didier Besse et Bernard Gouta, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ouais, et que des anciens dans ce staff de Clermont. Merci beaucoup Guillaume Bonnor, merci beaucoup Benjamin Dedon.
Avec Voilà, plaisir. et puis belle fin de saison pour vous aussi, voilà, qui suivez les clubs, La Rochelle pour Benjamin avec Sud-Ouest, vraiment c'est évidemment le journal de référence à La Rochelle, et puis Guillaume Bonnor avec le milieu olympique du côté de Clermont.